3 participants. Bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous nous entendez. Yes, super. Je vois vos commentaires. On va attendre 5 petites minutes pour attendre la totalité des inscrits. Et puis après, on va commencer. Bonsoir, bonsoir. Je vois vos petits commentaires, je réponds en même temps. Bonsoir pour les derniers arrivants. Pour ceux qui viennent d'arriver, on va attendre quelques minutes pour attendre les retardataires. Il y a déjà plein de monde. Ça fait plaisir de voir que ce sujet préoccupe une grosse partie de nos amis. Yes, clairement. Merci à toutes d'être présentes. Allez, encore une petite minute. Bonsoir Mylène, bonsoir Manuela. Chouette, il y a de plus en plus de monde. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Eh bien, on va commencer si c'est bon pour vous les filles. Top. Oui. Oui. Merci. Du coup, bienvenue à toutes et à tous donc à cette table ronde durant laquelle nous allons parler des femmes dans la tech. Alors, brièvement, je me présente. Donc, je suis Maëlys Chabert, responsable régionale de la Wellcott School de Lyon. Donc, avant de commencer par la table ronde, je vais faire un petit focus sur la Wellcott School. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une école dans laquelle on forme au métier du numérique, notamment développement web, data analyse, cybersécurité. Les filles, il y a juste un micro qui est ouvert. Est-ce que vous pouvez juste checker votre micro, s'il vous plaît? Merci. Donc, développement web, data analyse, cybersécurité, aussi un petit peu de no-code et de product management. Donc, la première école a été créée en 2014 à La Loupe. Aujourd'hui, on est présent un petit peu de partout en France, mais aussi quelques campus en Europe et 2 campus qu'on appelle remote, donc c'est des campus 100% distanciels. Donc, comme vous pouvez le voir, on a plus de 1000 entreprises partenaires, plus de 5000 anciens élèves et élèves, et nos taux d'insertion pro est de 84%. Nos domaines de formation principaux, donc essentiellement nos 2 domaines phares, on va dire, donc c'est le développement web et la data analyse. Donc on propose 2 formations par an avec 2 rentrées, donc une plutôt en septembre et une plutôt février-mars. Ce sont des cursus de 5 mois, donc c'est des formations très très intenses. Et à la suite de ces 5 mois de formation, vous pouvez soit poursuivre par un stage de 4 mois, soit par une alternance d'1 an. Alors, aujourd'hui, on va parler donc des femmes dans la tech. Donc, je vous fais un petit résumé.
Donc, pourquoi évoquer ce sujet des femmes dans la tech? Ensuite, je vais faire un tout petit focus et vous présenter quelques métiers tech. Ensuite, on va passer à la table ronde. Et pendant la table ronde, on aura des petits focus aussi sur quelques petits sujets. Et je tiens à remercier du coup nos participantes, donc Nelly, Andrea, Anne-Laure et Anne d'être présentes ce soir parmi nous. Donc je vous laisserai vous présenter dans quelques petites slides. Je vais juste faire un petit focus sur le sujet de ce soir. Donc pourquoi parler des femmes dans la tech? Tout simplement parce que la majorité des métiers tech sont occupés par des hommes. Donc voilà, c'est important aujourd'hui d'en parler et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de femmes qui soient touchées dans ces métiers. Donc le but, c'est de vous faire découvrir ces métiers pour pourquoi pas vous attirer dans ces différents métiers-là, de vous sensibiliser sur les différents métiers sur lesquels on va discuter ce soir. Et bien évidemment, quand on parle de femmes dans le numérique, on parle du coup de mixité. Et l'objectif, c'est que autant de femmes que d'hommes soient touchés dans ces métiers-là. Et ça intéresse très bien les hommes comme les femmes. Donc voilà, je ne sais pas si on a plus d'hommes que de femmes ce soir. Mais voilà, bienvenue à tous. Alors, léger focus sur différents métiers tech. Donc, il y a une étude qui a été faite par le référentiel des métiers du numérique que vous pouvez retrouver sur Internet. Donc, rapidement, il y a plusieurs métiers qui sont représentés aujourd'hui. Donc, principalement, on va retrouver tous les métiers de support informatique et système d'information. Donc, tout simplement, c'est les personnes qui vont assurer la maintenance des matériels et des logiciels informatiques. Donc voilà, on peut voir qu'il est quand même assez présent et il y a pas mal de monde qui travaille dans ce type de métier, donc 38%. Ensuite, on va retrouver tout ce qui va être autour de la programmation et du développement web, donc notamment tout ce qui va être lié au code, donc les développeurs, développeuses web, concepteurs d'applications et développeurs d'applications mobiles. Tout ce qui va être lié au management stratégie du numérique, donc ça va être tout ce qui va être directeur de projet informatique et chef de produit. Ensuite, tout ce qui va être lié à la communication et la création numérique, donc tous les métiers de l'animation de sites web, plan média, marketing digital. On va retrouver tout ce qui va être infrastructure, réseau et télécommunication. Donc, ça va être les métiers de technicien réseau, télécom liés au cloud. Ensuite, à petite échelle, également expertise et conseil. Donc, c'est tout ce qui va être consultant en système d'information. Et malheureusement, encore trop faible, tout ce qui va être analyse de données et intelligence artificielle, donc data scientist, BI, etc. Et du coup, je vais laisser nos intervenantes se présenter. Si vous pouvez prendre la parole, on peut commencer par Nelly. Bonsoir, ravie d'être ici avec vous. Alors, je vais vous parler de mon métier. Aujourd'hui, je travaille pour iExec. iExec, c'est une entreprise lyonnaise. C'est une place des marchés décentralisée pour monétiser et accéder aux ressources informatiques comme la puissance des calculs, les datasets et les applications. Et au sein d'IXEC, je suis Head of Adoption et en français, c'est responsable de l'adoption du protocole informatique et de la circulation de notre crypto-monnaie au sein de cette marketplace. Merci Nelly. Est-ce que Andrea, tu peux prendre la suite? Oui, bonjour, je m'appelle Andrea Turcu, enchantée de faire votre connaissance. Je suis data scientist depuis environ 4 ans et demi et je travaille en tant que consultante data à Devoteam, qui est une ESN qui donne des services informatiques, surtout dans le domaine de la cybersécurité ou dans le domaine de networking et tout ce qui signifie développement informatique. Et donc, au sein de cette entreprise, je suis devenue solution leader du pôle data à Lyon et je suis en charge de tout ce qui signifie mise en place d'une offre data, rencontre des clients, accompagnement des consultants et toute cette partie de développement business et surtout développement d'interaction et de relationnel entre les clients et Devoteam.
Merci Andrea. Anne-Laure, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors excusez-moi parce que ma vidéo, semble clignoter, donc désolée, pour ça si c'est un peu désagréable. Donc je suis, Anne-Laure, je suis développeuse web back, je fais principalement du PHP et du JavaScript depuis, plus de 3 ans chez Elao, qui est une agence web à Lyon. Hem, je me suis reconvertie il y a 5 ans dans la à la White Code School. Auparavant, j'ai été chef de projet web, j'ai fait beaucoup de référencement naturel en agence et chez l'éditeur. Hem voilà. Je fais partie de divers communautés IT, comme, par exemple comme la communauté des duchesses ou de l'AFUP, donc qui, est la communauté des utilisateurs de PHP et je fais partie, de l'équipe d'organisation d'une conférence qui s'appelle Mixit et qui a lieu, 1 fois par an à Lyon. Voilà. Dans mon quotidien, je développe, les applications métiers, de clients et je fais particulièrement du back-end. Voilà pour moi. Merci Anne-Laure. Et du coup, Anne, pour terminer, je te laisse aussi te présenter. Mais bonjour à tous. Moi, je m'appelle Anne Malkanski et je suis talent acquisition spécialiste à Ubisoft Ivory Tower. Donc, c'est un studio de jeux vidéo qui se trouve à Villeurbanne. Ça fait à peu près 3 ans et demi que je travaille dans ce studio et sur ce poste. Mon rôle au sein du studio, c'est de recruter des profils tech, donc principalement, de les accompagner donc dans les premiers mois parmi nous. Et je travaille aussi avec les écoles de jeux vidéo et les écoles autres aussi, hein, que ce soit dans la programmation ou même les universités, pour déployer en fait des actions qui visent à promouvoir nos métiers auprès des étudiants. Et je travaille aussi sur des projets RH, donc en lien avec la marque employeur et la diversité et l'inclusion dont la mixité fait partie. Top, merci à toutes. Donc du coup, si on est toutes là aujourd'hui, c'est pour parler du coup de la mixité dans ces divers métiers. Du coup, Anne, par exemple, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui postulent à des postes au sein de Ubisoft, par exemple? Et si oui ou non, est-ce que voilà, tu as un pourcentage à nous donner sur les métiers support, par exemple? Ouais, donc effectivement, on a peu de femmes qui candidatent à nos offres d'emploi, donc c'est pourquoi on travaille vraiment collectivement au sein de l'équipe RH pour faire bouger les choses. Aujourd'hui, le chiffre, c'est que 26% de nos recrutements sont des femmes. C'est un travail de longue haleine, ça passe notamment par l'évolution de nos offres d'emploi. On essaye de les rendre les plus inclusives possibles en diminuant notamment les prérequis qui peuvent freiner les femmes, surtout celles qui souffrent du syndrome de l'imposteur. On essaye aussi de créer des rôles modèles, donc au travers de nos actions dans les écoles, mais également au travers de nos publications sur les réseaux sociaux, donc en mettant en lumière en fait des femmes du studio pour qu'elles puissent partager en fait leur parcours et leur expérience dans l'industrie. La mixité globale, c'est un enjeu en fait de société. Maintenant, pour ce qui concerne la tech, c'est un combat qui ne doit pas être mené que par les entreprises. Le constat en fait que l'on fait nous aujourd'hui, c'est que déjà dans les formations de l'enseignement supérieur, l'écart se creuse et les femmes ne sont pas majoritaires. Et après ce constat, on a en fait décidé d'intervenir également auprès des collèges et des lycées pour créer des vocations en fait dès cette période. Aujourd'hui, le pourcentage de femmes au studio est de 17%. C'est un chiffre qui est en hausse et qu'on espère voir augmenter dans les mois et les années à venir. Mais en réalité, il est évident que la proportion de femmes sur les métiers tech n'est pas du tout la même que sur les fonctions support. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur les fonctions support, on va aussi avoir un enjeu de mixité parce qu'on parle en fait de mixité dans un groupe lorsqu'on a 30% en fait de femmes ou d'hommes. Et on va pas avoir en fait 30% non plus d'hommes sur les fonctions support. Donc la mixité marche un petit peu dans les deux sens. Top, merci Anne. Du coup, les filles, Anne-Laure, Andrea, Nelly, est-ce que vous, dans votre cas, au niveau de la mixité, comment ça se passe au sein de vos différentes entreprises? Est-ce que aussi vous arrivez à mettre des choses en place pour qu'il y ait un maximum de mixité dans vos métiers? Oui, oui. Par exemple, je pourrais vous partager mon histoire. Quand j'ai rencontré IXEC, j'étais consultante. À cette époque-là, en fait, il avait juste une femme
au sein de l'entreprise. Bon, c'était un projet fait par des chercheurs, vraiment, c'était la blockchain. Voilà, j'ai vu cette évolution et aujourd'hui, où nous sommes 8 femmes, c'est une belle évolution. Et ce qui était assez marrant, c'est que au moment quand j'ai rencontré Ayexek, j'étais consultante et j'ai posé la question, j'ai dit, comment ça s'est fait qu'il y a assez peu, bon, assez de femmes? Disait en fait que les problèmes, c'était qu'il n'avait pas des femmes qui postulaient en fait. Il ne recevait pas assez des candidatures. Et aujourd'hui, voilà, on arrive à attirer un maximum de femmes. On fait beaucoup de choses pour justement nous rapprocher des networks ou des réseaux des femmes. Et aussi, on est en train de mettre en place une charte diversité et équité. Voilà, pour justement, parce qu'en temps de diversité, l'équipe est très diverse. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais en termes des ratios hommes-femmes, là, c'est un projet assez technique. Voilà, c'est aussi voilà, le fait qu'il n'avait pas assez de femmes qui postulaient. Ouais, donc on peut revenir sur ce que disait Anne pour le coup, intervenir auprès des collèges, des lycées, le fait que les jeunes puissent vraiment avoir des rôles modèles et se représenter aussi au sein de certains métiers, voilà, c'est hyper important. Et du coup, Andrea, Oui. C'est vrai que sur mon domaine, il y a plus d'hommes que de femmes et c'est vrai que Devoteam fait un effort aussi de promouvoir les valeurs et l'égalité entre les sexes en ce qui concerne cette démarche. Actuellement, dans le pôle data, on a plus d'hommes et c'est vrai que lorsque on a des entretiens, on essaye de toute façon choisir les personnes qui sont les plus compétentes et qui ont les critères de éligibilité les plus importantes et qui sont les plus éligibles justement par rapport à la mission qu'on donne. Et en ce qui concerne les sexes, il y a plus de candidats de genre masculin qui contactent Devoteam et de ce point de vue, on a des entretiens et on suit le processus de recrutement. Moi, je fais des qualifications techniques aussi. Mais c'est vrai que si on n'a pas une attitude proactive pour aller chercher aussi les compétences chez les femmes qui sont pareilles que celles pour les hommes, on a moins de possibilités à avoir des accès vers des profils féminins. Donc ici sur le marché lyonnais, par exemple, j'observe qu'il y a aussi plus d'hommes qui finissent les études d'ingénierie, par exemple, et peut-être que la cause d'avoir moins de candidats de femmes est justement le fait qu'il y a moins d'étudiants qui postulent pour ce domaine de développement. Voilà. Clairement. Merci. Merci. Et du coup, Anne-Laure, si pareil, tu peux nous faire un petit point sur la mixité, toi, au sein de ton entourage. Oui, alors moi je suis développeuse, donc comme on l'a vu, vous pouvez vous douter que je suis dans des milieux qui sont a priori pas très, où les femmes sont pas très représentées. Donc dans mon entreprise, on est assez peu nombreux. J'avais une collègue qui était une développeuse, mais bon, qui est partie. Quand je vais en conférence également, c'est vrai que je croise assez peu de femmes. Et d'abord, avant de parler de mon entreprise, je voudrais juste parler un tout petit peu de mon expérience à moi. Aujourd'hui, pour moi, si je devais changer d'entreprise, ce qui serait important, c'est de trouver une équipe dans laquelle je me sentirais à l'aise pour travailler, où je me sentirais libre pour poser mes questions, pour progresser. Et les équipes sans filles, sans femmes, ça pourrait éventuellement peut-être un peu moins m'attirer. Et en partant de ce postulat, par rapport à Elao, donc l'agence dans laquelle je travaille, ce qu'on essaye de mettre en place, qui n'est pas forcément très conscient, c'est de mettre en place une ambiance de travail qui soit bienveillante envers tout le monde de base, dans laquelle on fait en sorte que tout le monde se sente à l'aise.
au niveau aussi des échanges extra-professionnels, notamment par exemple au niveau des blagues ou des activités qu'on propose. On essaye aussi de se faire un peu voir en conférence. Par exemple, je donne des conférences. L'objectif, c'est évidemment pas non plus de recruter pour l'entreprise, mais on peut penser aussi que ça participe à donner une image de l'entreprise qui pourrait donner envie aux femmes de venir postuler en pensant que c'est un endroit où elles pourraient se sentir bien quand elles viennent travailler dans une équipe, quoi. Et du coup, en termes de ratio hommes-femmes, là, actuellement? Eh ben, on a 30% de l'entreprise, 30% des salariés qui sont des femmes. Je suis la seule développeuse. Il y a deux intégratrices. Donc, pour l'équipe technique, on est 3, sachant qu'on est 14, hein, donc bon, c'est pas si mauvais. Et Oui. puis, en équipe support, on a une chef de projet qui est une femme aussi. Voilà. Juste pour rebondir sur ce que Anne-Laure disait par rapport aux démarches que l'entreprise mène, justement dans mon domaine de data science, là où il y a des algorithmes qu'il faut développer, il y a toutes sortes d'activités sur la partie data, c'est vrai qu'il y a moins de personnes de genre féminin, mais en fait, Devoteam, il a toute une stratégie de marketing mise en place pour promouvoir le désir d'avoir plus de ressources humaines féminines. Et justement, sur des autres pôles, comme par exemple le project management, il y a le ratio de femmes-hommes, il est beaucoup plus grand et les femmes, elles sont plus nombreuses. Donc, je pense aussi que il s'agit de types de départements et de domaines dans lesquels on travaille et que actuellement sur la partie data, au moins dans mon cas, il y a moins d'intérêt côté femmes de rejoindre les équipes, non pas à cause du fait qu'il y ait par exemple une atmosphère qui pourrait pas leur plaire, mais plutôt parce que le domaine, il demande beaucoup de compétences techniques de développement qui parfois n'attirent pas autant les femmes, même si elles sont extrêmement capables de travailler dans la même mesure que les hommes. Ouais, je me permets juste de rebondir sur une question qu'il y a dans le chat. Effectivement, merci Margot d'avoir répondu. À la Wellcott School de Lyon, du moins, on est à plus de 30, je crois qu'on a 33-34% de femmes dans nos sessions et on a deux bons exemples. Data et la data et une formation PHP sont vraiment à égalité en termes de ratio homme-femme. Et justement, c'est aussi notre volonté à la Well d'attirer un maximum de femmes. Donc, bien évidemment, on était assez contents de ces promotions et de ces ratios-là. Après, voilà, on espère augmenter le nombre de femmes de session en session. Merci du coup pour vos retours. Et du coup, les filles, pourquoi vous êtes orientées en fait dans le métier de la tech? Quel a été l'élément déclencheur? Par exemple, Anne-Laure. Alors oui, moi je travaillais avec des développeurs et j'étais très intéressée par ce qu'ils faisaient au quotidien et moi aussi j'avais envie d'élaborer, des applications, trouver des solutions à des problèmes, écrire du code, ça m'attirait beaucoup. Hem, Néanmoins, comme je venais d'une formation non scientifique, je pensais que c'était pas forcément un métier que je pouvais faire. Et pendant longtemps, je me suis retenue d'y aller. Et puis un jour, je me suis dit quand même que ce serait pas mal que j'y aille. J'ai fait un bilan de compétences pour être bien sûre de ce que je voulais faire et puis pour mettre en place ma reconversion. Et surtout, j'ai codé de mon côté, donc avec des sites genre Open Classroom, que j'imagine que tout le monde connaît bien ici et qui m'a permis de me donner confiance en moi et de voir que je pouvais y arriver. Et puis surtout, j'ai profité d'un mentor. Donc c'était un homme, j'aurais bien aimé que ce soit une femme, hein, bien sûr, mais à l'époque, j'avais pas les contacts qui ont amené à ça. Mais en tout cas, ça m'a beaucoup aidé à franchir le pas de me dire que je pouvais y arriver et que c'est un métier que je pouvais faire. Voilà. Après, je vais pas dire que j'ai eu forcément un jour un très gros déclic parce que j'ai toujours plus ou moins eu envie d'être dans un métier technique.
Et ce qui m'a vraiment aidé à passer le cap, c'était tous ces accompagnements autour de moi qui m'ont vraiment aidé à franchir une étape qui n'était pas très facile, on va dire. Ouais, l'accompagnement, c'est Oui. hyper important. Et du coup, si, je sais pas, Andrea, Nelly, Anne, vous voulez Oui, rebondir? pour moi, par exemple, c'était un vrai déclic. En fait, j'avais rien à voir avec l'univers de la tech, en fait. Mais c'est quand j'ai découvert la technologie blockchain que j'ai tombé amoureuse de ces technologies. Mais pas pour, à l'époque, c'était, oui, devenir milliardaire en achetant des bitcoins. Mais moi, quand j'ai compris euh, la vraie valeur que la blockchain avait pour les biens être, voilà, pour donner les pouvoirs de décision aux gens. Voilà, j'ai trouvé ça tellement génial que j'avais envie de le partager avec tout le monde. Donc, j'ai démissionné de mon travail. J'ai suivi des formations et après, j'ai monté une association qui aide les gens à comprendre ces technologies gratuitement. Donc, j'avais envie de partager. C'était un vrai déclic, en fait, quand j'ai vraiment compris le fond de la blockchain au-delà des crypto-monnaies. Donc, c'était un vrai déclic et c'était aussi l'accompagnement des personnes dans les milieux. C'est vrai que c'est difficile parce qu'à à cette époque-là, je connaissais personne dans les milieux. C'était très nouveau. Tout le monde en parlait, mais personne ne savait ce que c'était. Mais il a fallu que je tape à beaucoup de portes partout dans le monde. Il avait tellement de gens qui étaient prêts à m'aider avec ces projets. Et bon, finalement, j'ai eu le soutien de Google et de l'incubateur de la caisse d'épargne pour monter voilà, ces projets. Et aujourd'hui, c'était un vrai déclic en fait. Mais quand j'ai eu des personnes aussi qui ont pris le temps de t'expliquer en fait. C'est ça. C'est très intéressant, Nelly, ton parcours. Certainement, le blockchain est un super domaine extrêmement intéressant et qui touche aussi la partie data. Et donc, dans mon cas, par exemple, j'ai eu mes études de licence en économie et je me suis rendu compte qu'en fait, en sortant chargé d'études d'économie ou économiste tout simplement, il serait un peu plus difficile à trouver un travail si on ne savait pas exactement quel est le domaine de compétences, quel est le côté métier qui nous intéresse le plus. Et j'ai continué mon master ici à Lyon dans le domaine d'économie quantitative et économétrie. Et vu que j'aimais bien les mathématiques de toute façon, je me suis rapprochée de tout ce qui signifiait statistique et traitement de données. Et donc, je me suis vite rendu compte que la data, c'est quelque chose qui me passionne, qui m'intéresse. La data analyse, la data science, ce sont des domaines de futur et ce sont des métiers qui auront un poids extrêmement important pour l'évolution de la société. Et c'est comme ça que je suis arrivée sur ce domaine-là. Depuis mon stage, j'avais continué tout mon travail professionnel sur ce domaine, en travaillant toujours avec la data visualisation, BI, modèle de machine learning. Et j'ai retrouvé ici en France et surtout à Lyon une communauté extrêmement intéressée de partager l'information, une communauté ouverte à aider et accompagner des nouveaux esprits qui ne savaient pas quel chemin prendre. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai intégré l'association Lyon Data Science, pour laquelle je suis déjà depuis 2 ans présidente. Et donc, en dehors de mon travail, je fais plein d'activités qui peuvent aider à intégrer tout nouvel arrivant sur le marché. C'est pour ça aussi que j'ai continué à enseigner à mon université où j'étais étudiante la partie Power BI et aussi Python et toutes sortes de data visualisation. Et donc, en fait, être un promoteur de ce domaine-là représente une facilitation de celui qui ne sait pas exactement quoi faire, d'apprendre plus sur ce domaine. Et c'est comme ça, en fait, qu'actuellement, on a toutes sortes d'activités qui promeuvent l'intégration de toute personne sur ce domaine-là, même si elle n'a pas de connaissances. Et c'est ici qu'on voit qu'il y a tellement d'intérêt, côté féminin, côté masculin, sur ce domaine, qu'il sera dommage de s'arrêter ici et de ne pas
de ne pas continuer cette stratégie de propagation de l'information et de donner à tous les mêmes opportunités. Et c'est pour ça que je suis aussi très contente. En France, c'est bien le cas où je vois qu'on fait des efforts, Devoteam fait des efforts, vous aussi, Maëlys, vous faites des efforts de votre côté. Et c'est un environnement où j'adore travailler parce que je sais que c'est un environnement qui offre du potentiel et des possibilités d'évolution dans la situation où on le désire vraiment. Merci à toutes pour vos retours. Et puis, si vous aussi vous êtes là ce soir, c'est peut-être aussi pour aiguiller certains esprits, comme tu l'as dit, Andrea, je l'espère du moins. Et du coup, est-ce que, je ne sais pas, lors de votre conversion, votre changement de chemin, vous avez eu des rôles modèles qui vous ont inspiré? Qui veut prendre la parole? Oui, par exemple, je pourrais parler parce qu'à un moment donné, bon, parmi cette reconversion, j'ai été formée par des entreprises, j'ai fait ces formations avec des universités, évidemment des bootcamps de programmation, mais il y a eu cette femme, elle s'appelle Nassira. Nassira, c'est la présidente du CEF6. CEF6, c'est les cercles des femmes de la cybersécurité en France. Et comme à un moment donné, j'ai donné des cours d'introduction à la cybersécurité pour le grand public, j'ai découvert le CEF6. Et c'est une femme extrêmement passionnée par son métier, mais aussi avec une qualité humaine. Cette femme, elle est vraiment impressionnante. Elle trouve toujours le temps de recevoir des nouvelles adhérentes, de parler avec les filles aussi. Elle travaille pour le ministère de la Défense, experte en réponse aux cybercrises. Donc, vous voyez, elle a un métier extrêmement complexe, mais elle trouve toujours les temps de pouvoir recevoir des nouvelles femmes dans le métier de la cybersécurité. Et aujourd'hui, je continue à travailler avec le CEF6, notamment à travers aussi de l'association que j'ai pour la technologie, et tout avec cet axe de pouvoir faciliter l'intégration des femmes, ce qu'aujourd'hui, je trouve surtout en France. Vraiment, il y a l'antenne de CEF6 à Lyon, à Paris. C'est un environnement extrêmement accueillant. Franchement, je me sentis tout de suite identifiée. Tout le monde était prêt à partager des idées, des formations. Là, vraiment, c'était une femme. Parce qu'après, c'est important aussi d'avoir des rôles modèles, mais qui sont assez proches de toi. Parce que si tu as ton rôle modèle aux États-Unis, la chance que tu vas avoir de pouvoir parler avec quelqu'un qui te guide. Mais quand les rôles modèles sont vrai impact, c'est quand il a cette proximité. Clairement. Déby, est-ce que tu peux juste répéter le nom et prénom de la femme que tu viens de citer? C'est demandé dans le chat ou l'écrire si tu as l'opportunité. Top. Merci beaucoup. Du coup, je pourrais continuer. Oui, je te laisse prendre la suite, Andrea. Merci. Justement, depuis quelque temps, depuis que j'ai commencé à prendre un petit peu l'importance du développement et de langage de programmation, j'avais lu plein d'informations sur Grace Hopper, je vais donner le nom dans le chat, qui est justement une informaticienne. Elle a été aussi amirale de la marine américaine. Donc, elle a fait plein de trucs, mais elle est conceptrice. Donc, elle est la conceptrice du premier compilateur vers les années 51 et du langage COBOL dans les années 59. Et en plus de ça, elle avait travaillé pour IBM et elle a toujours défendu l'idée de l'importance de réaliser un langage de programmation qui soit écrit dans un langage proche de celui qu'on parle, donc qu'il soit très intuitif, plutôt que d'être réalisé dans un langage juste compris par les machines. Et donc, c'est de cette idée que le langage COBOL, qui a été la base de la programmation parlée, est né. Et donc, elle a eu plein d'influence dans le domaine informatique, mais elle est justement celle qui a déterminé la naissance du développement de langage de programmation moderne tel que celui qu'on le connaît actuellement, orienté langage objet orienté, justement.
Yes, bah merci du coup parce que tu as introduit ma prochaine slide sans vraiment le vouloir. Du coup, effectivement, j'ai fait quelques focus sur différentes femmes, voilà, différents rôles modèles qui ont marqué un petit peu l'histoire de la tech. Donc, notamment Ada Lovelace, donc, qui a créé l'un des premiers algorithmes dans l'informatique. Donc, c'était dans les années 1800. Donc, du coup, tu as parlé de Grace Hopper. On a aussi Eddie Lamar, donc, qui a créé donc qui à la base était et vedette de cinéma et qui a aussi créé en fait le Wi-Fi un petit peu de l'époque. Et aujourd'hui, on se sert justement de ce que cette femme a créé pour localiser en fait nos GPS. Donc voilà, c'est quand même assez fou. Et on a aussi Margaret Hamilton qui a créé le système de priorisation, excusez-moi, des tâches qui a permis du coup aux astronautes de monter sur la Lune avec la mission spatiale Apollo 11. Donc voilà, ce n'est pas rien. Et effectivement, donc ces femmes représentent des rôles modèles pour nous aujourd'hui, bien que évidemment, ça soit des femmes qui datent un petit peu. Aujourd'hui, on a plein d'autres femmes sur lesquelles on peut se référer, des femmes beaucoup plus proches de nous, comme tu l'as dit, Nelly. Mais voilà, elles ont marqué l'histoire et c'était quand même un petit peu important d'en parler ce soir. Du coup, je reviens. Ah, yes. Oui, je voulais juste prendre la parole si c'est possible. Oui, vas-y. Ouais. Ouais, moi je suis bien d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est hyper important d'avoir des rôles modèles. Et moi, je voulais en partager une avec vous qui s'appelle Agnès Crépé, que vous connaissez peut-être, qui pour moi a beaucoup compté parce que c'est une des personnes que j'ai entendues au début de ma reconversion et qui a été un modèle pour moi. Elle a été Java champion et aujourd'hui, elle travaille pour Fairphone. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la marque qui fabrique des téléphones pour laquelle les équipes cherchent à obtenir des matériaux récupérés de façon la plus éthique possible. Mmh. Ouais, donc je vais vous noter son nom. Oui, je veux bien dans le chat. Et puis également Audrey Neveu, qui est une développeuse qui fait beaucoup de conférences et que je trouve vraiment très intéressante. Enfin, c'est vraiment des personnes qui m'ont beaucoup aidée, quoi. Et notamment Agnès Crépé, ce qui m'a beaucoup plu dans sa démarche, c'est qu'elle est un peu comme la personne dont tu parlais, Nelly, c'est-à-dire qu'elle cherche beaucoup à œuvrer pour la communauté et c'est une des créatrices de Duchesse, qui est une communauté de femmes qui travaillent dans l'IT. Si vous ne connaissez pas et que vous voulez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vais vous laisser le nom. Il y a un Slack ouvert avec possibilité de parler et de parler avec toutes les personnes. Et voilà, et du coup, ce que je trouve vraiment génial dans toutes ces personnes-là, c'est que non seulement elles nous inspirent, mais en plus, elles font activement des choses pour aider les femmes à se sentir mieux dans la communauté, quoi. Merci pour tous ces petits tips, ces noms, etc. Et ce qui est important, je pense, de souligner, c'est que là, les derniers rôles modèles, je pense que c'est des femmes qui ont plus conscience en fait de leur valeur ajoutée. Mais si on reprend les précédents rôles modèles, comme Margaret Hamilton, ça a pris des années en fait avant qu'on reconnaisse que derrière l'atterrissage d'Apollo 11, c'était quand même une femme qui avait été à l'origine de cette mission. Et ça a pris du temps et ça prend encore du temps. Et c'est ce qui, je pense, est à l'origine aussi du syndrome de l'imposteur. Donc, je pense que c'est important que les femmes reconnaissent aussi leurs compétences et leur impact, en fait, dans la tech. Clairement. Le syndrome de l'imposteur, on va y revenir dans un tout petit instant. Du coup, si on devait donner des tips à des hommes et des femmes qui souhaiteraient se former dans le monde de la tech, voilà, si vous pouvez leur donner deux, trois conseils pour que ces personnes-là puissent oser. Alors moi, j'en ai un, si je peux démarrer, ouais. Oui. Vous allez dire que je radote, mais en fait, pour moi, ça a été tellement important que oui, je radote. Pour moi, les communautés, ça a vraiment été très, très utile parce que je me suis vraiment sentie entourée et encouragée par des gens.
Donc, je vous ai cité Duchesse, il en existe d'autres, hein. Il y a aussi les communautés, par exemple, des écoles dans lesquelles on est, qui peuvent aussi se soutenir, etc. Et chez les Duchesses, il y a aussi un système de marrainage qui peut vous permettre de demander à avoir une marraine qui peut vous accompagner, donc soit dans votre carrière professionnelle. Évidemment, Duchesse, c'est pas une communauté pour les gens en reconversion, hein, c'est une communauté de professionnels des métiers de la technique. Donc voilà, si vous êtes déjà une professionnelle, vous pouvez aussi demander à avoir une marraine à un moment donné de votre carrière, par exemple pour des questions de salaire, de changement de boîte, etc. Et puis vous pouvez vous-même être une marraine aussi si vous avez de l'expérience ou même pas trop, mais que vous souhaitez le partager avec d'autres personnes. Et pour moi, quand on est en reconversion, quand on souhaite se lancer dans un nouveau métier, c'est très important d'être bien entouré et le marrainage, ça peut être une très très bonne porte d'entrée pour obtenir des bonnes infos, pour être soutenu et puis pour être bien encouragé parce qu'au début c'est très difficile. On a vraiment l'impression d'être très mauvais et que la marche va être très très difficile. Et voilà, c'est important qu'on vous encourage, quoi. Donc n'hésitez pas. Merci Anne-Laure. Et j'avance un tout petit peu. J'espère qu'on va pouvoir respecter le temps. Je m'excuse si on déborde un petit peu. Anne, du coup, peut-être plus des tips niveau RH pour des personnes, ou des femmes, même des hommes, qui souhaiteraient se lancer dans la tech. Ouais. Je pense que je vais rebondir directement sur ce qu'Anne-Laure a dit, d'être actif ou active dans les communautés, c'est important. Ça, pour moi, ça passe par le fait d'être visible. Ça peut être via des communautés, mais ça peut être aussi lors de forums, job dating, conférences. Ça vous permet en fait d'une part de rencontrer effectivement des personnes qui sont dans la tech et qui peuvent vous conseiller, mais ça vous permet aussi de rencontrer des RH ou des recruteurs, des recruteuses qui sont aussi présents sur ces événements. Généralement, ce que les gens font, c'est contacter sur LinkedIn. L'ennui, c'est que dès qu'on met qu'on est RH sur LinkedIn, c'est un petit peu voilà, on reçoit énormément de messages et vous risquez en fait votre message risque d'être noyé en fait dans cette masse de messages qu'on reçoit. Donc moi, je conseille vraiment d'être visible et ça sera beaucoup plus facile en fait de recontacter un recruteur ou une recruteuse sur LinkedIn si vous l'avez déjà vu en vrai. Ça a plus d'impact en fait que de le contacter directement où là c'est un peu plus impersonnel parce que la personne ne vous connaît pas du tout. Après, concernant la candidature, moi ce que je conseille, c'est forcément de soigner son CV, de sortir un petit peu du cliché de la quantité. C'est pas la quantité qui compte, mais ça va vraiment être la qualité de ce que vous allez mettre sur votre CV comme information. Que ce soit les compétences et les expériences. Et dans l'expérience, si vous êtes junior ou en reconversion, c'est hyper important de comprendre que l'expérience, c'est pas seulement avoir un contrat de travail et être recruté en fait dans une entreprise. Ça passe aussi par des travaux que vous pouvez développer en fait de façon personnelle, que vous développez aussi dans vos formations. Ou toutes les formations que vous pouvez faire de façon autodidacte, ça peut aussi rentrer dans l'expérience puisque ça vous permet en fait d'acquérir des compétences et d'expérience en même temps. Donc ça, c'est hyper important. Et le dernier, le dernier. Alors, aussi, la deuxième chose, c'est sur la lettre de motivation. Alors, on est pour, on est contre, faites-en une parce que moi, personnellement, je ne lis pas les lettres de motivation, mais il y a des recruteurs et des recruteuses qui les lisent. Donc, si vous faites une lettre de motivation, c'est de toujours faire une lettre qui est adaptée à l'entreprise et au poste. Ça marche aussi avec le CV. C'est long, mais ça permet au moins de montrer à l'entreprise que vous avez vraiment sélectionné cette entreprise et cette offre d'emploi. Donc, ça, c'est très important. Et le dernier conseil, c'est de sortir un petit peu la tête de l'eau quand ça marche pas, quand on reçoit beaucoup de retours négatifs. On est tous et toutes passés par là, de recevoir beaucoup de réponses négatives et c'est décourageant. Ça sert à rien de continuer dans la même voie si vous voyez que ça fonctionne pas. Tentez autre chose, demandez conseil, que ce soit à votre entourage, que ce soit à des RH ou même à des techs que vous pouvez connaître de l'industrie que vous souhaitez rejoindre. Voilà, proposez-leur de relire en fait votre CV, votre lettre de motivation, de voir ce qui ne convient pas. Mais à un moment donné, quand vous avez trop de refus, revoyez votre façon de faire. C'est qu'il y a forcément quelque chose qui doit être changé. Et même pour vous, le fait d'évoluer dans votre processus de candidature, ça vous fera un petit peu voir autre chose que de rester dans le même cercle. Yes, merci. Est-ce que l'une de vous veut rebondir sur cette question? Je peux passer à la suivante.
Oui, oui, il y avait plein d'astuces très intéressantes. Merci beaucoup, Anne. Moi aussi, je fais des recrutements et donc de qualifications techniques. Et c'est vrai que c'est très important déjà quand on est débutant et on ne sait pas comment commencer, d'avoir un réseau assez grand et de pouvoir s'impliquer dans plusieurs activités qui montrent justement l'intérêt sur le domaine pour lequel on veut travailler. Et c'est aussi important, je sais que c'est difficile, en début on n'a pas beaucoup d'expérience et il est très difficile de montrer voilà quelle est notre expérience. Comme Anne disait, c'est non pas seulement le fait d'avoir travaillé dans une entreprise qui compte ou le nombre d'années en général, mais c'est plutôt quelle est votre valeur ajoutée, quel est votre apport. Et cet apport-là peut être aussi manifesté par l'intermédiaire des projets personnels qu'on avait développés au fur et à mesure qu'on s'est impliqué, intéressé par le sujet, au fur et à mesure qu'on avait appris sur comment travailler sur le domaine qui nous intéresse. Donc justement, ça, c'est un point extrêmement important parce que lors des qualifications, les recruteurs, ils ont bien une visibilité sur la majorité des personnes qui arrivent, sur la majorité des candidats. Et donc, soyez bien sincères par rapport à vos connaissances et le fait d'avoir un type de projet ou un portefeuille que vous pouvez montrer pour dire voilà, c'est pas que je dis que je sache le faire, que je le fasse, mais c'est juste que je le montre aussi. Et donc, ça, c'est un point, un bonus pour vous, ceux qui avaient quoi montrer aux recruteurs pour les impressionner. Voilà. Et parfois, le côté personnalité est très important. Les recruteurs ne veulent pas juste recruter des compétences, ils veulent recruter des êtres humains qui savent communiquer les compétences. Et donc, le fait d'avoir une bonne capacité de communication, une bonne ouverture d'esprit et le fait de pouvoir sortir de cet effet tout nez qui peut apparaître à cause des problématiques qu'on rencontre lors de la pratique est extrêmement important. Donc, on ne veut pas toujours quelqu'un qui est expert dans un domaine, on veut quelqu'un qui, quand il rencontre un problème, qu'il sache le communiquer et qu'il puisse, avec toute l'équipe, le surpasser, justement. Ouais, du coup, là, on revient un petit peu sur les soft skills. Ça, c'est vrai que c'est assez important. Le technique, c'est bien. Les compétences techniques, c'est bien. Mais effectivement, et c'est vrai, c'est ce qu'on essaye d'apprendre, du moins aux élèves de la Wellcome School. Il y a les compétences techniques, il y a aussi les soft skills qui sont très importants. Apprendre à communiquer, s'organiser, etc. Et je voulais rebondir aussi sur le fait d'avoir voilà, des travaux à communiquer. Nous aussi, je sais qu'à la Wild, on va beaucoup inciter les élèves, même si les formations sont très, très intenses, on va vraiment les inciter à avoir des travaux perso sur lesquels ils peuvent avancer en parallèle de la formation, parce que c'est hyper important. Et juste le fait de montrer aux entreprises, aux recruteurs qu'en fait, que vous êtes passionné par ce que vous faites, ok, même si vous travaillez, que vous êtes en formation, et qu'à côté, vous avez aussi le temps de vous intéresser à autre chose et qu'en fait, vous êtes curieux et que vous avez envie d'apprendre autre chose que ce qu'on vous apprend en formation ou au travail. C'est hyper important aussi. Oui, dites-vous juste que si je reçois deux CV qui ont exactement les mêmes capacités, les mêmes outils qu'ils ont vus dans le même temps, qu'ils ont développé dans le même temps en même entreprise, donc ils sont vraiment des jumeaux, mais qu'un d'entre eux, il me montre un portefeuille que je peux voir concrètement, ben, la décision sera dans sa faveur. Donc, justement, ça, c'est le critère principal de différenciation quand il y a des profils des candidats similaires et surtout dans un contexte où il y a plein de profils de juniors et qu'en fait, on essaie de faire nos preuves. Il n'y a pas juste les années d'expérience qui comptent, il y a juste le fait que voilà, c'est que je fais dans mon temps libre parce que ça me passionne, ça m'intéresse et je veux le développer au sein de votre entreprise en amenant une valeur ajoutée considérable. J'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Andrea, si c'est possible. Ouais, c'était très intéressant, ce que tu as dit, Andrea, et je suis très d'accord, vraiment d'accord, et ça m'a fait penser aux tests techniques qui sont parfois un peu le point douloureux quand on va postuler. En plus, on sait que les femmes ont tendance à moins postuler quand elles voient qu'elles n'ont pas toutes les conditions requises, enfin, toutes les, je ne sais pas comment dire, mais quand toutes les Pardon, je compétences crois que requises. c'était, 80%. Si qu'on postulait, si on n'a pas 80%, on ne postule pas. Voilà, et en fait, bon, ça, c'est un point un peu problématique, et notamment le test technique. Bon, là, j'ai pas de chiffres, mais on peut quand même imaginer que ça peut bloquer certaines candidatures
parce qu'on se dit: «Bah, si, je fais pas tout extrêmement bien, on va pas s'intéresser à ma candidature». Et notamment quand on est junior, le test technique, ça peut paraître vraiment très impressionnant. Et par rapport à ce que dit Andrea, en effet, c'est très important de savoir que ce qu'on va aussi juger, c'est la façon dont vous allez travailler, réfléchir et ce que vous allez montrer qui va dire des choses sur vous, qui ne seront pas seulement que vos compétences techniques au moment donné. Parce que ce qu'on veut voir, c'est que enfin, ce que les recruteurs veulent voir, c'est si vous réfléchissez bien, si vous travaillez par exemple en équipe, quelles sont vos ressources, comment vous allez vous débrouiller. Et puis en fait, l'objectif, c'est qu'après vous intégriez une équipe où, vous allez travailler avec d'autres personnes et où vous allez progresser évidemment, être meilleur. Mais, voilà, du coup, le je trouve que c'est important, ce que tu as dit Andrea, parce que ça participe aussi beaucoup à essayer de démystifier le test technique qui a aussi, intérêt à montrer comment est-ce que vous allez raisonner et évidemment, voir vos compétences, techniques, hein, bien entendu. Il faut pas non plus dire que c'est pas du tout ce qu'on regarde, hein. Mais, voilà, l'idée, c'est aussi de montrer, tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous avez en soft skills, d'abord, quoi. Oui, justement, et sachez juste que on est né tabula rasa, c'est-à-dire qu'on n'est pas né en sachant déjà le domaine et qu'en fait, la quantité de travail qu'on investit est directement proportionnelle avec la quantité de reconnaissance et les capacités qu'on ait. Et donc, justement, le fait de travailler intensivement et de faire ses preuves, c'est déjà quelque chose que j'observe sur le marché et qui est vraiment très important. Et donc, il ne faut pas avoir peur de oser, de montrer ses capacités, ses connaissances qu'on avait accumulées, parce que ça, c'est quelque chose qui fait juste de assertivité. Et donc, je trouve que c'est ça, en fait, ce qui manque dans la capacité de s'affirmer en tant que femme dans un endroit, dans un lieu de travail où le technique est très important. Le fait d'être assertif, et il faut bien reconnaître quelles sont nos valeurs, il faut bien reconnaître qu'on a des bonnes capacités nous-mêmes et que juste en soyant assertif, on apporte notre valeur. Et donc, quelqu'un qui reconnaît quelles sont ses qualités peut mieux ajouter les autres et peut avoir une valeur ajoutée plus importante que quelqu'un qui a peur de reconnaître sa vraie valeur. Si je peux aussi rebondir sur le test technique, c'est vrai qu'on a l'image du test technique où, bah voilà, et ça c'est vrai, hein, ce que Anne-Laure disait, voilà, on a beaucoup de femmes qui ne vont pas au bout des tests techniques parce que bah, si j'échoue, ça vaut pas le coup que je l'envoie. En fait, on est dans toujours un cliché bah, le test technique, c'est forcément, il faut que j'ai 80% pour être recruté. En fait, à partir du moment où on vous envoie le test technique, enfin, nous, en tout cas, au sein du studio, on a déjà vu votre CV, on a déjà fait un premier échange avec vous, donc on a conscience de votre niveau, on sait si vous êtes junior ou pas. Et souvent, le test technique, c'est plus que de savoir si vous avez toutes les compétences pour le poste, c'est aussi pour donner les billes au manager qui va vous recruter à la fin du processus de recrutement. En tout cas, s'il vous recrute, pour pouvoir en fait lui donner une vision du niveau que vous avez et de lui, en fait, le travail qu'il va avoir pour vous accompagner. Et c'est aussi le moyen de challenger le manager pour être sûr qu'il aura le temps d'accompagner la personne, parce que c'est pas le tout de recruter un junior ou une junior. Il faut aussi que la personne puisse être accompagnée par son manager. Donc en fait, si on change un petit peu la vision du test technique et sa finalité, en fait, je pense qu'il faut vraiment encourager bah, les femmes, en l'occurrence, à aller au bout des tests techniques parce que c'est pas seulement pour évaluer les compétences, ça nous sert aussi à nous pour évaluer bah, votre niveau, mais surtout pour donner de la visibilité au manager sur le niveau de la personne qui va intégrer l'équipe. Ouais, Aussi, en fait, ce tout que à j'ai fait voulu, d'accord. quelque chose de très pratique aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de recruter beaucoup de gens niveau technique. Et là, j'ai passé plusieurs entretiens. Donc, d'abord, c'est la partie, on va voir le CV, par exemple, d'un développeur blockchain. Voilà, pour voir s'il y a les prérequis. Après, c'est vrai, c'est des tests techniques. On fait une revue de tests, pourquoi ils sont présentés cette réponse de cette manière. Et ça m'arrivait beaucoup de fois. Donc, les candidats, il est à la partie technique. Mais malheureusement, au niveau de soft skills, par exemple, il y a des personnes que en tant que manager, c'est pas juste quelqu'un qui a les compétences, c'est aussi, tu vas voir comment cette personne va s'intégrer dans ton équipe.
Et si là, ça va poser un problème d'intégration dans ton équipe, même si la personne, ça veut dire qu'elle ne va pas pouvoir travailler en équipe. Peut-être qu'il travaille en autonomie ou elle travaille en autonomie. Et là, c'est vraiment une barrière en tant que manager à vraiment travailler, pouvoir donner des exemples de comment, par exemple, vous pouvez travailler en autonomie, mais vous êtes tout à fait à l'aise pour travailler dans un projet et la communication. Aussi, il faut faire très attention par rapport à, par exemple, quand vous les réponses d'un examen technique, c'est dire, par exemple, ça arrive aussi, les gens, par exemple, si on ne demande pas quelque chose, les gens ne le font pas. Mais c'est toute la différence où, par exemple, vous savez écrire votre solution et vous allez écrire la documentation. Ou vous savez faire un petit truc en plus. Et là, je me suis dit, ah, cette personne, elle est prête à faire un peu plus que les autres. Il faut pas rester au strict minimum. Ça, c'est aussi important de donner un petit plus pour vous sortir du lot et aussi vraiment travailler, surtout dans des domaines techniques, vraiment montrer comment vous pouvez travailler en équipe aujourd'hui parce qu'on a les travails à la maison, les télétravails. Voilà, surtout dans des domaines techniques, c'est très important la communication. Yes, merci à toutes pour vos retours. Il me reste encore 2 petites questions. Du coup, Nelly, vu que tu avais la parole, est-ce que tu peux nous dire quels sont tes conseils justement contre le syndrome de l'imposteur dont on a parlé tout à l'heure? Oui, moi, franchement, je veux pour lutter contre ça. En fait, vous n'êtes pas obligé de tout savoir. Il y a personne au monde qui connaît tout. En fait, moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est d'essayer, oser. Tant que vous ne connaissez pas tous les petits schémas possibles, vous n'allez pas découvrir les vôtres. Par exemple, j'ai essayé de formation parce que tout le monde parlait l'IA, c'est ci, c'est ça. Mais je dis, mais je veux savoir, je veux comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Et par exemple, dans l'IA, aujourd'hui, on a en offre aussi l'IA, mais par exemple, j'ai découvert en faisant, voilà, les Natural Language Processing. J'aime pas ça, c'est compliqué, j'aime pas. Et après, par exemple, tu découvres d'autres choses, par exemple, le computer vision, deep learning, par exemple, j'ai développé un modèle pour la reconnaissance des émotions en temps réel. Et là, franchement, j'ai éclaté. Mais tant que vous n'avez pas essayé, et c'est pas grave, surtout dans la programmation, parfois on va voir des choses où c'est plus facile. Ça arrive à tout le monde, mais il faut essayer plusieurs choses. Il ne faut pas se décourager. Parce que surtout avec dans les bootcamps, vraiment, il faut avoir être prête mentalement aussi. Parce que c'est beaucoup de pression. Vraiment, mais il faut juste essayer. Et même quand le syndrome imposteur, par exemple, de l'IA, j'ai dans cet exemple, ok, ça, vraiment, voilà, c'est pas mon vrai intérêt. Par contre, ça, oui. Voilà. Et là, ça montre, voilà, on n'a pas toute la connaissance de tout l'IA, mais certains domaines parce qu'on connaît. Et c'est en essayant, en essayant de faire des choses différentes. Merci Nelly. Dernière petite question, Anne, si tu peux nous donner des petits tips au niveau de la négociation. Comment négocier son salaire, par exemple? Oui. Je vais juste compléter du coup ce qu'on disait par rapport au syndrome de l'imposteur. J'aimerais aussi dire arrêtez de croire que tout est dû à la chance. Quand on traverse la route, si on manque de se faire écraser par une voiture, c'est de la chance. Quand on est recruté sur un poste, c'est pas de la chance. À chaque fois que vous avez une réussite professionnelle, que vous êtes recruté, c'est parce que vous avez passé les entretiens, vous avez montré vos compétences techniques et humaines, et du coup, c'est pas de la chance. Donc, j'ai eu de la chance ou le projet aboutit parce que j'ai eu de la chance. Au travail, il faut arrêter, il faut oublier. Et du coup, si je rebondis pour les tips sur la négo salariale, donc en fait, à chaque processus de recrutement, à un moment donné, on va vous demander vos prétentions salariales. Ce qu'il faut, c'est avoir connaissance du marché concernant votre métier, en tout cas, pour avoir des éléments factuels et concrets à donner aux recruteurs. Mais aussi pour éviter de se faire léser sur la proposition salariale. Alors, la plupart des entreprises sont
sont honnêtes, mais il y a quand même des entreprises, on peut quand même tourner sur des entreprises, qui profitent un petit peu de la méconnaissance du marché pour vous faire des propositions, en fait, qui sont complètement hallucinantes. Donc, ne vous sous-évaluez pas, et surtout, vous pouvez accéder à des informations, sur les prétentions que vous pouvez donner sur vos métiers, enfin, il y a énormément d'outils sur internet. Vous pouvez utiliser l'APEC, pour le jeu vidéo, vous pouvez aussi utiliser le référentiel métier du SNJV qui est publié chaque année. Mais vous avez énormément d'outils qui vous permettent en fait de trouver une fourchette sur laquelle vous positionnez. Vous avez aussi des outils qui vous donnent les prétentions à avoir, donc en région, mais aussi à Paris et sur les niveaux seniors, enfin intermédiaire, junior et senior. Et aussi si vous avez une partie management. Donc n'hésitez pas à trouver, toutes les informations que vous pouvez sur les rémunérations. Donnez vos prétentions, salariales. Et si vraiment parce que souvent le retour c'est: «Oui, mais si je veux vraiment le job, bah, j'en donne pas ou je les donne les plus basses possibles». Non, vous pouvez donner vos prétentions salariales et indiquer que vous êtes flexible et on vous contactera quand même. Enfin, je connais pas de recruteur qui arrête un processus de recrutement avant même qu'il ait commencé juste parce que vos prétentions salariales sont trop hautes. À moins qu'elles soient le double de ce qu'on peut vous proposer sur le marché, mais sinon ça n'arrive pas. Et voilà, je terminerai juste par dire qu'en fait, personne n'est bénévole, ça reste, un travail donc ayez des prétentions salariales et des prétentions salariales qui sont cohérentes, avec votre métier, avec vos études, avec vos compétences techniques. Merci. Ouais, nickel. Merci beaucoup. Juste pour aller plus loin, avant de passer aux questions, voilà, j'ai sélectionné trois petites infos sur lesquelles, trois petits guides sur lesquels vous pouvez trouver plus d'infos donc sur les femmes dans la tech. Donc le guide des femmes dans la tech par Welcome to the Jungle, un podcast, des ordis, des souris et des hommes. Et il y a plein de conférences qui sont faites par TED. Vous pouvez retrouver aussi plein de thématiques comme celle-ci. Et du coup, pour ceux qui sont encore là, est-ce que vous avez voilà, des questions à poser à nos participantes? N'hésitez pas à prendre la parole. Joséphine, est-ce que les participants peuvent parler dans le micro? Oui, normalement, ils peuvent. Il faut activer le micro, mais normalement, c'est bon. Ça marche. Bah, écoutez, n'hésitez pas à prendre la parole et à poser vos questions, vos remarques. Sinon, n'hésitez pas à le faire sur le chat si vous préférez. Alors, y a-t-il des discriminations par rapport à l'âge? Anne, est-ce que tu veux peut-être répondre par rapport à ça? Oui, je peux. Ouais. Des discriminations par rapport à l'âge, c'est difficile de répondre parce que la discrimination, légalement, c'est interdit. Donc, normalement, il n'y a pas de discrimination liée à l'âge dans les entreprises. Après, il faudrait préciser un petit peu la question. Aujourd'hui, je ne connais pas d'entreprise ou de recruteur qui fait de discrimination par rapport à l'âge. Peut-être que ça arrive dans des entreprises qui sont peut-être un peu plus anciennes. Nous, aujourd'hui, on a recruté quelqu'un de la Wild, donc qui est en reconversion. Il n'est pas particulièrement âgé, d'ailleurs, je ne sais pas quel âge il a. Mais voilà, on recrute des jeunes, des moins jeunes. Enfin, il n'y a pas de critères liés à l'âge. De toute façon, légalement, on peut pas. Et sur les questions sur les enfants et la maternité, alors ça, je vais répondre. Vous pouvez indiquer à un recruteur qui vous pose une question si vous avez des enfants ou si vous comptez en avoir, que bien que vous n'ayez aucune obligation de répondre à sa question, vous allez quand même le faire si vous avez envie d'y répondre. Si vous n'avez pas envie d'y répondre, vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Et à la question, oui, mais est-ce que ça va me faire défaut? Peut-être, mais si en même temps on vous pose cette question en entretien, c'est peut-être aussi que vous n'êtes pas faite pour travailler, pas fait ou pas faite pour travailler dans cette entreprise. C'est pas une question intéressante. Votre vie personnelle ne concerne ni le recruteur, ni l'entreprise, ni votre manager. Et à partir du moment que vous ayez envie d'avoir des enfants et quand vous avez envie d'en avoir, bah, vous n'avez pas à le dire. Vous pouvez très bien être recruté et 3 mois après être enceinte et c'est pas un problème. Voilà. Bien dit, Anne. Ça m'énerve ces questions sur les enfants. Ouais, c'est bien. Alors, on a une autre question. Est-ce que les entreprises ont du mal à recruter des personnes en reconversion ou sont-elles ouvertes à ce genre de profil?
Ouais, je pourrais répondre ici. D'habitude, les entreprises sont encore plus désireuses de recruter des personnes qui sont en reconversion parce qu'en fait, elles ont une expérience sur des différents domaines qui peuvent les aider aussi dans le travail actuel en ayant une plus grande ouverture d'esprit. Et donc, il n'y a pas de souci. C'est juste le poste sur lequel on cherche à recruter. S'il y a des profils juniors, alors c'est très bien. On ne fait pas de différence entre les personnes en reconversion ou les personnes juniors. Mais s'il y a par exemple des missions sur lesquelles on cherche à recruter des profils plus avancés, plus experts, plus expérimentés, alors ce n'est pas le fait d'être en reconversion qui va vous poser un petit souci d'éligibilité. Ce serait justement le fait de ne pas avoir l'expérience désirée par le recruteur. Donc toujours, quand on regarde les CV, on essaie à comprendre juste pourquoi est-ce que c'est cette reconversion, qu'est-ce que vous a amené à faire la reconversion. Et donc, si vous pouvez justifier votre réponse, bien sûr que c'est quelque chose de très intéressant à prendre en considération, puisque c'est une expérience pas seulement dans le domaine, au sein du même domaine, mais c'est une expérience qui va vous apporter plein de facilité à interagir avec les métiers. Donc, il n'y a pas de discrimination par rapport à ça, il n'y a pas d'aspect. Ce qui nous intéresse, c'est plutôt l'expérience et vos motivations et justement votre intérêt de vous impliquer dans le travail que vous voulez poursuivre. J'ai un petit retour sur ce sujet-là pour compléter ce que a dit Andrea. Et puis aussi pour rebondir sur ce qu'a dit Anne un peu plus tôt aussi et qui était vraiment intéressant. Donc, quand vous êtes candidat en reconversion junior et que vous allez postuler pour une entreprise et qui vous propose de vous recruter, je vous conseille de bien vous renseigner sur les conditions dans lesquelles vous serez intégré, notamment au niveau de l'équipe, pour être bien sûr d'avoir un encadrement qui correspond à votre niveau. C'est ce que disait Anne tout à l'heure par rapport aux résultats du test technique et à la préparation du contexte, enfin de l'environnement. Parce que ça peut arriver que certaines entreprises soient très enthousiastes à l'idée d'embaucher des personnes en reconversion junior, mais de peut-être pas mettre les moyens humains nécessaires autour pour garantir que la progression se fasse bien, parce qu'on a quand même un profil assez particulier quand on sort d'une école de reconversion par rapport à d'autres qui ont fait des études plus longues, qui ont fait plusieurs stages, etc. Donc, du point de vue, du candidat, je vous recommande vraiment d'interroger sur qui sera autour de vous pour vous épauler. Est-ce qu'il s'agira bien de seniors? Est-ce qu'ils auront le temps de vous épauler? Qu'est-ce qu'ils vous proposent? Est-ce qu'il y a du pair programming, par exemple? Est-ce qu'il y a des reviews de code qui sont faites régulièrement, etc. Voilà. Merci pour ces retours. Je vois qu'il y a encore des personnes qui sont en train d'écrire. On va peut-être prendre une dernière question s'il y en a. Top. Eh bien, écoutez, je vous remercie donc déjà nos 4 participants d'avoir été là parmi nous. Et je vais vous mettre du coup dans le chat le lien de notre page Meetup si vous souhaitez participer à d'autres événements comme celui-ci et plein d'autres événements. Donc voilà, n'hésitez pas à devenir membre. Et du coup, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Et puis peut-être à bientôt. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à ajouter peut-être sur les réseaux, nos participantes. Merci beaucoup pour l'invitation, c'était un plaisir. Merci à vous d'avoir été présente. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.